C'est donc notre émission intitulée Une heure avec. Nous recevons tout à l'heure notre frère, docteur Nyaka Lagoke, qui, je crois bien, est dans notre studio ici. Nous allons ensemble l'accueillir. Et donc, si vous êtes prêts, calez-vous dans votre fauteuil. Nous allons partir, disons, pour une heure avec notre invité que nous allons recevoir tout à l'heure dans notre studio. En attendant, je vous propose de suivre cet intermède musical qui va nous permettre de recevoir donc notre invité. Nabo News Radio, la radio qui rassemble. La qualité fait la différence. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur LCNN, c'est le canal Nabo News. Vous nous écoutez sur Nabo News Radio, c'est depuis la métropole de Washington, D.C. Vous êtes à notre rubrique Une heure avec aujourd'hui. Nous recevons le docteur Nyaka Lagoke pour parler donc d'un thème, je voulais annoncer, bien comprendre le concept Ubuntu. Voilà, le concept Ubuntu. Et donc, avec vous, nous allons recevoir notre invité, docteur Nyaka Lagoke, qui est un frère à nous, un compatriote. Il s'appelle Gervais Nyaka Lagoke. Bonjour, docteur. Bienvenue. J'ai vu, tu as souffert un peu avec mon nom. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai fait allusion au Nyakuma. Nyakuma. J'ai pensé à Nyakuma. Bienvenue. Merci pour cette invitation, mes frères. Voilà. Alors, nous allons, comme je l'ai dit, avec nos invités, nous allons parler du concept Ubuntu, bien comprendre le concept Ubuntu. Alors, Ubuntu est un terme zoulou, Sosa, assimilé à un concept traditionnel africain qui trouve son fondement dans une philosophie communautaire à caractère non individualiste. Le respect, l'humanisme, l'humanité, on peut dire la solidarité, la compassion et le partage sont autant de valeurs qui caractérisent donc le Ubuntu, tout aussi exprimé dans plusieurs langages africains. Je suis ce que je suis parce que vous êtes là. Je suis ce que je suis grâce à vous. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Bonjour, docteur Nyaka Lagoke. Bonsoir, Clément Nambo. Je suis là, c'est un plaisir pour l'opportunité. Et donc, chaque fois que je dois parler de ce qui est lié à ma raison d'être, donc on arrive toujours à s'arranger pour pouvoir trouvé le temps. Donc, on va avoir une bonne conversation dans quelques instants. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant. Vous n'aimez pas bien qu'on parle beaucoup de vos titres. Souffrez. Souffrez qu'on en parle. Vous êtes enseignant, vous êtes panafricaniste, vous êtes souverainiste également. Voilà, ça sont des notions qui vous sont très chères. Vous êtes professeur et maître assistant à Lincoln University, c'est dans l'État de la Pennsylvanie. Vous avez aussi enseigné à University of District of Columbia à Washington, D.C. Vous enseignez l'histoire des peuples africains. Vous enseignez également, disons, l'espagnol. Vous avez enseigné l'espagnol. Vous êtes aussi un analyste politique. C'est donc avec vous que nous allons essayer de découvrir, sinon de comprendre davantage cette notion, ce concept Ubuntu, bien africain, typiquement de chez nous. Ma première question à vous est de savoir comment on peut définir concrètement le concept Ubuntu. Bon, voilà, tu l'as déjà défini. Ubuntu, c'est un mot, c'est un concept, c'est une philosophie, et puis utilisé parfois comme une idéologie.
qui met l'accent sur le collectivisme africain, sur le collectivisme légendaire africain. C'est ça Ubuntu, pour simplifier. Et donc, en Afrique, nous avons plusieurs concepts. Il y en a plusieurs. Il y a des concepts similaires, il y a des concepts identiques. Mais donc, c'est ça, c'est mettre l'accent sur la responsabilité individuelle vis-à-vis de la société. Comment est-ce que on se soutient dans une société? Comment est-ce qu'on se supporte? Donc, les valeurs de la philosophie Ubuntu, dont la maxime est « Je suis parce que nous sommes », les valeurs sont le partage, la solidarité, l'intégrité, tout ce qu'il y a de beau en l'homme, tout ce qu'il y a comme valeur humaine, c'est ça, la philosophie Ubuntu. Et donc, cela est devenu assez populaire grâce à Nelson Mandela, on parlera de ça tout à l'heure. Et donc, voilà un peu ce que c'est que la philosophie Ubuntu. Tout à fait. Ça, c'est, disons, cette solidarité africaine qui ne nous quitte pas, hein, parce que généralement, au niveau de l'Afrique, c'est cela. Et tout le monde est un. Alors, est-ce qu'on peut essayer de comprendre quand est-ce que ce concept est né et comment il est né? OK. C'est une question qui est très, très importante. Je vais essayer, comme nous n'avons pas suffisamment de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle des problèmes de l'Afrique, il y a plusieurs concepts. Et parfois, les gens me demandent même pourquoi est-ce que tu parles du Ubuntu alors qu'il y en a d'autres. J'entends ces questions. Ou encore, mais bon, il y en a d'autres qui estiment que bon, Ubuntu, c'est un concept qui est galvaudé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire des idées, il y a des concepts qui existent. Et puis, il y a des facteurs historiques qui viennent et qui donnent une certaine prééminence à d'autres concepts au-dessus d'autres concepts, par rapport à d'autres concepts. Alors donc, pourquoi Ubuntu? En Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs. Il y en a qui parlent de la justice divine, de la Maat, qu'on lit à l'Égypte ancienne. Les Malinké en Bambara parlent de Maya, c'est ça, le concept de solidarité. Les musulmans parlent de Ouma, donc c'est aussi le concept de communauté. Et puis au Kenya, les gens parlent de Harambe, c'est-à-dire de se développer ensemble. Et puis au Nigeria, les gens parlent de Ibokuiwe, la notion de solidarité, ça chez les Ibo. Chez les Akans, au Ghana, les gens parlent de Biakoye. Et chez les Yoruba, les gens parlent de Adjobi. Donc, il y a tous ces concepts-là qui existent. Est-ce qu'il y en a dans notre patois, nous les BT? Il y en a. Effectivement, j'avais fait des recherches. Donc, j'ai trouvé que chez les Gagou, parce que par rapport à Ubuntu, il y a un concept, un mot là-bas qui se rapproche de ce que de Ubuntu, donc qu'on m'avait donné dans le temps. Donc cela dit que voilà ce qu'il faut savoir. En Afrique, il y a 2000 langues au minimum. Sur les 2000 langues, il y a au moins 500 langues bantou. Et le mot Ubuntu, Ubuntu veut dire Ubuntu qui met l'accent sur la relation entre les individus. Un Muntu dans la langue bantou, ça veut dire un être humain. Et donc, un Muntu plus un Muntu, ça donne Bantu. Et donc, c'est la façon de vivre des Bantous qu'on appelle Ubuntu. Maintenant, tout à l'heure, j'ai expliqué tous ces concepts qui existent. Maintenant, pourquoi ce n'est pas Harambe? Pourquoi ce n'est pas Ujamaa que Julius Nyerere a promu? Pourquoi ce n'est pas le Burkindi dont Thomas Sankara parlait en passant? Pourquoi ce n'est pas tous ces concepts et puis c'est Ubuntu? Donc, c'est ce qu'on va expliquer. Donc, avant la colonisation ou pendant la colonisation, après la colonisation, les Occidentaux sont venus avec les idéologies, le capitalisme et le communisme. Et donc c'est ce que les Africains, à un moment donné, ont adapté, ils ont adopté. Et puis, donc, ils ont évolué dans la façon de concevoir les choses. Et pendant qu'il y en a qui croyaient au capitalisme et d'autres au socialisme, il y en a qui estimaient qu'il fallait avoir cette dimension africaine de la lutte. Même en Afrique du Sud, il y a eu des gens qui ont eu ce débat. Ils ont eu ce débat un peu partout.
Donc maintenant, quand au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on voit que il y a la guerre doctrinaire ou doctrinale entre l'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste. Et puis bien plus tard, cela a été au cœur du débat, le panafricanisme et les plans de développement continentaux vont être prisonniers de cette guerre entre le capitalisme et le socialisme. Et puis maintenant, quand le capitalisme et le socialisme commencent à tomber avec la chute du mur de Berlin, avec la désintégration de l'Union soviétique, avec la désoviétisation de l'Europe de l'Est, et que les gens ont commencé maintenant à penser à des concepts alternatifs, mais le capitalisme triomphant allait s'imposer à une bonne partie de l'humanité. Donc, quand, dans ce contexte, les Noirs en Afrique du Sud qui luttaient depuis des années, quand ils ont réussi à mettre fin, avec le soutien des Africains et de bien d'autres personnes non noires à travers le monde entier, à mettre fin à l'apartheid, parce que Mandela sort le 11 février 90, et puis 27 avril 94, il devient président. Après 4 années de transition, entre de 90 à 94, les Sud-Africains qui avaient envie de guérir leur nation, de soigner leur nation, ont commencé à parler d'un concept qu'on appelait Ubuntu. Donc, le mot ou le concept Ubuntu est lié aux transitions politiques et au Zimbabwe à partir de 1980. Là-bas, on appelle ça Unru. Et puis maintenant, en Afrique du Sud, on appelle ça Ubuntu. Donc, ce sont les facteurs historiques politiques, c'est-à-dire les transitions politiques en passant de la domination blanche à une domination de noirs. C'est ce qui a permis l'émergence de ce concept-là que les Sud-Africains, Nelson Mandela et Desmond Tutu, deux personnes qui ont été prix Nobel de la paix, donc ils ont promis ces deux concepts en disant que c'est autour de cette philosophie qu'ils allaient essayer de bâtir une nation multiculturelle et multiraciale en Afrique du Sud et qu'il fallait guérir les plaies de la nation sud-africaine, les plaies que les gens ont eues en Afrique du Sud à partir du système de domination blanche qui existait là-bas depuis le XVIIe siècle. C'est comme ça que Ubuntu, en tant que concept, commence à émerger et avec l'aura de Mandela, avec son rôle important sur la scène internationale, avec Desmond Tutu, avec ce qu'ils ont fait avec la commission Vérité et Réconciliation. C'est comme ça que ce concept qui existe dans l'Afrique depuis avant jusqu'à aujourd'hui et que les gens ont commencé à articuler un peu plus en Afrique du Sud à partir du 19e siècle, c'est comme ça que ce concept-là a commencé à supplanter des concepts identiques ou bien des concepts similaires. Tout à fait. Voilà. Donc, je peux continuer. Oui. Sinon, quand Thomas Sankara, tu veux poser une question, mais je continue. Non, je suis entièrement d'accord. Je voulais dire que nous en reviendrons parce que lorsque vous avez parlé de Desmond Tutu, il a utilisé aussi, disons, le Ubuntu dans la théologie, c'est-à-dire c'est au niveau de l'Église, n'est-ce pas? Le Ubuntu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une philosophie donc, qui traverse plusieurs disciplines. On peut utiliser Ubuntu dans le domaine spirituel et religieux. On peut utiliser Ubuntu dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la résolution des conflits dans une société, par rapport à la cohésion sociale, par rapport à la gestion des entreprises, par rapport aux politiques publiques, parce qu'en Afrique du Sud, où la philosophie Ubuntu a été utilisée dans la conception de certaines politiques publiques en Afrique du Sud. Donc voici ce que c'est qu'Ubuntu. C'est pour cela d'ailleurs que des gens comme moi, on estime que on n'a plus besoin d'aller courir vers le capitalisme et le socialisme, mais que nous avons en Afrique un concept qui est là, qui transcende les peuples d'Afrique et qui est partagé de façon sémantique et qui est partagé par au minimum le cas des populations en Afrique ou bien le cas des langues en Afrique et qui se retrouve sous d'autres appellations dans d'autres conceptions et dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations en Afrique. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Mais ce que je voulais dire pour ne pas oublier, c'est que avant que le Ubuntu devienne aussi important dans les cercles académiques, dans les forats des relations internationales, grâce à l'arrivée au pouvoir de Mandela et de sa génération, Thomas Sankara
Bien sûr, voilà, ce qu'il faut savoir, Thomas Sankara, quand il a changé le nom de son pays de la Haute-Volta à Burkina Faso, dans un effort de décolonisation de l'espace et du temps et de la conscience, et il puisait dans ce concept-là chez les Mossi qu'on appelle Burkindi. Donc, si on aurait pu appeler Ubuntu Burkindi, c'est la même chose, mais parce que de façon historique, Sankara n'a pas promis cela. Il était en train de faire la promotion ou du socialisme ou du communisme, mais le nom Burkina vient de Burkindi. C'est ça. Donc, c'est ça, Burkindi, c'est comme ça qu'on appelle ça chez les Mossi. Et donc, en Afrique du Sud, Ubuntu. Et au Zimbabwe, on appelle ça Unhu en Shona. Et on pourra parler encore de différents autres noms de ce concept dans quelques instants. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Amis auditeurs, si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Nabo News Radio. Vous nous écoutez depuis la métropole de Washington, D.C. Mon invité, c'est Dr Nyaka Lagoke Gervais, voilà, un compatriote à nous pour comprendre davantage le concept Ubuntu. Alors, je pourrais dire que on peut assimiler le concept Ubuntu à une philosophie. Et puis, est-ce qu'on pourrait aussi dire que avec le panafricanisme, c'est lié? Parler de Ubuntu n'exclut pas le panafricanisme. Non. Ubuntu n'exclut pas le panafricanisme. De quoi il s'agit? Parce que le panafricanisme, et c'est peut-être par là que je devais commencer, le panafricanisme est une idéologie qui met l'accent sur l'unité des peuples d'Afrique. Et puis, c'est un mouvement qui a été conçu de façon théorique. Le mot a été utilisé pour la première fois par Henry Sylvester Williams en 1900. Et puis, c'est un mouvement qui a évolué. Donc, oui, différentes choses qu'on peut dire sur le panafricanisme, les conventions de Marcus Garvey, les congrès de W.B. Du Bois, les conférences de tous les peuples d'Afrique de Kwame Nkrumah, et puis Dubois qui travaille sur le plan théorique, Marcus Garvey qui transforme le mouvement en un mouvement de masse, Kwame Nkrumah qui prend le mouvement qui l'amène au niveau de l'État. Il a été le premier chef d'État à revendiquer le panafricanisme en tant que tel. Or, il y a un problème dans le panafricanisme, il y a un problème, il y a plusieurs catégories de problèmes. Mais on n'aura pas le temps de parler de toutes ces catégories, mais il y a une catégorie dont on doit parler. Et cette catégorie-là, c'est lié à l'idéologie. Oui, on va être unis. Mais on va être unis autour de quelle idéologie? Et comment? Et comment? Voilà. Et c'est comment? Est-ce qu'on s'unit immédiatement? Ou bien on s'unit graduellement? Est-ce que c'est l'unification immédiate ou bien c'est l'unification graduelle? Ça, c'est une des catégories des problèmes liés au panafricanisme, liés au processus. Mais là, je ne vais pas parler du processus, je vais parler de l'idéologie. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu ces longs débats entre les panafricanistes qui ne se sont pas entendus. Chacun revendiquait l'idéologie qu'il voulait. Houphouët-Boigny, par exemple, croyait au capitalisme d'État. Kwame Nkrumah, socialisme scientifique. Et puis Julius Nyerere croyait au socialisme africain. Quand il appelait Ujamaa, c'est un peu le collectivisme. Mais quand il appelait ça Ujamaa, Julius Nyerere, au lieu de s'arrêter là, il a voulu traduire cela en disant que c'est le socialisme africain. En employant le mot socialisme africain, il dénaturait, c'est-à-dire qu'il diluait la pureté essentielle du concept de Ujamaa, du collectivisme africain. Donc, c'est comme cela qu'aujourd'hui, avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela et surtout de Thabo Mbeki, donc l'Afrique du Sud a commencé à proposer une nouvelle variante du panafricanisme qu'on appelle la Renaissance africaine. Un de ces piliers, les Africains devaient être propriétaires de la résolution de leurs propres conflits et concevoir eux-mêmes leur façon de voir le monde. Donc, dans cette logique-là, la philosophie Ubuntu devient comme une certaine forme d'idéologie transcendantale autour de laquelle concevoir une nouvelle vision du panafricanisme. Donc, pour que ce soit Ubuntu aujourd'hui, ou Ujamaa hier, le socialisme hier, le capitalisme hier, c'est-à-dire que même si on veut s'unifier ou s'unir, il faut toujours le faire à travers une idéologie.
Donc, le Ubuntu vient pour résoudre un problème que nos dévanciers n'ont pas pu résoudre. Parmi ces idéologies, Nkrumah avait proposé le consciencisme, qui était une forme de théorie politique ou idéologie qui allait permettre de promouvoir un nouvel être africain qui soit donc l'héritier de l'Afrique traditionnelle, de l'Afrique islamique et de l'Afrique judéo-chrétienne. Ça, il appelait ça le consciencisme. Mais mon ami Clément, je suis un grand défenseur de Nkrumah, mais si quelqu'un s'en va, ça va au marché, et il dit, bon, on est en train de promouvoir le consciencisme, c'est tellement difficile à convaincre les gens au marché. Alors, voilà, alors que quand on dit Ubuntu, et que on se rend, et là je vais continuer, et quand on dit Ubuntu, et que les Ibo ont là une correspondance du même concept. Ils s'y retrouvent? Ils se retrouvent. Et que les Ibo appellent ça, Mamdu. Et que le concept, les Akans au Ghana appellent ça Mpuntu. Les Akans se retrouvent. Et qu'en Lingala, au Congo, des deux Congos, on dit Bomoto, les gens se retrouvent. Quand on arrive au Kenya et qu'on dit Ntu, les gens se retrouvent. C'est pour cela que Ubuntu est un. C'est-à-dire qu'il y a tellement de beauté dans ce concept-là que par moment, quand je vois les Africains encore en train de se débattre par rapport au socialisme et au capitalisme, je me dis que vraiment nous avons certainement beaucoup de travail à faire. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire. Donc Ubuntu vient comme pour essayer de résoudre une question qui n'a pas été résolue par rapport à la guerre froide et qui pense que, et selon laquelle on peut proposer une vision du collectivisme africain qui puisse rassembler les Africains et qui est partagée par la plupart des gens en Afrique. C'est ça, la beauté de ce concept de l'Afrique. On pourrait comprendre en cela que c'est un concept, c'est une philosophie qui fédère un peu autour de laquelle, disons, tous les peuples africains peuvent se fédérer. Ma quatrième, on va continuer parce que, amis auditeurs, vous savez, avec Dr Nyaka, ça c'est un thème qu'il affectionne. Et donc, si on n'avance pas, on va rester ici jusqu'à demain matin. Alors, un aspect de Ubuntu est défini par Nelson Mandela à travers une image qu'il a prise d'un voyageur qui est arrivé dans un village où tout le monde s'est mis à ses petits soins. Lui ont procuré la nourriture pour parler un peu de la solidarité africaine. Mais il ajoute à cela que le Ubuntu, puisqu'on parle de collectivisme, c'est-à-dire de solidarité, que le Ubuntu n'exclut pas également la richesse individuelle. Oui? Tout à l'heure, vous avez parlé de socialisme, capitalisme, etc. Mais il conditionne donc cette richesse individuelle au fait que ça a un impact sur ceux qui sont autour de soi. Voyez-vous, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on pourrait dire que l'individualisme aujourd'hui peut-il permettre cette façon de voir les choses, c'est-à-dire avoir ta richesse individuelle et puis tenir compte de ceux qui sont autour de toi, que ta richesse individuelle ait un impact sur ceux qui sont autour de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, cela a un sens? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très, très, très bonne question. C'est vrai que les questions que tu as posées sont bonnes, mais ça, c'est une question qui est importante parce que, effectivement, dans la vision du socialisme, les gens estiment que quand on est socialiste, il ne faut pas être riche. Voilà. Et que quand on est riche, c'est seulement dans le capitalisme. Et puis, donc, quand on parle d'Ubuntu et qu'on parle de la connexion entre, on parle de l'esprit communautaire, du collectivisme africain. Donc, il y en a qui pensent qu'on est en train de faire un nivellement par le bas et que tout le monde doit être pauvre. Et que donc, si je ne peux pas avoir plus, mais dès que j'ai un peu, je dois donner ça à tout le monde. Donc, il y en a qui pensent tout ça. Oh, de quoi il s'agit? Moi, dans la vision de la philosophie Ubuntu que je suis en train de promouvoir, si demain, nous avons l'occasion de réfléchir à la gestion d'un État, on n'est pas en train de demander aux gens d'être pauvres. La vision de Ubuntu, c'est quoi? On dit que je suis parce que nous sommes. Partagés. Voilà, donc Ubuntu n'élimine pas l'individualité. Ouais. Voilà, Ubuntu est contre l'individualisme.
Mais Ubuntu ne supprime ou bien n'étouffe pas l'individualité. Au contraire, dans une société Ubuntu, chacun doit donner libre cours à son génie créateur. En fait, c'est ça la richesse aussi, quand même. À sa capacité de créer, à sa volonté de vouloir contribuer au bien-être de la communauté. C'est quand on est nombreux à vouloir faire élever la communauté donc qu'on produit une société de qualité. Maintenant, si quelqu'un estime la différence maintenant entre Ubuntu et puis le capitalisme, c'est que la philosophie capitaliste, elle croit de façon fondamentale au surprofit et puis à l'exploitation. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que Julius Nyerere parlait. Le socialisme, c'est comme si c'est la gestion, c'est-à-dire qu'il y a une classe qui gouverne une autre classe. On parle de la dictature du prolétariat. C'est comme ça qu'on conçoit le socialisme. Les prolétaires doivent gouverner. Et quand ils prennent le pouvoir, ils doivent supprimer, ils doivent opprimer et réduire tous les gains qui ont été acquis ou bien que les riches ont. Et les capitalistes, eux, il y a une exploitation de la classe bourgeoise, des classes riches qui est en train d'exploiter les autres classes. Or, ce que nous sommes en train de promouvoir par rapport à la vision Ubuntu, c'est quoi? Par rapport justement à la question des classes, c'est que il faut réduire les dissensions entre les différentes couches de la société, entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, entre les riches et puis entre les pauvres. Et donc, c'est ce qui fait que si ceux qui ont la capacité de produire de la richesse comprennent que l'argent qu'ils amassent et toute la prospérité qu'ils ont, que ce n'est pas pour leur seul gloriole, mais que cela doit répondre ils doivent respecter une certaine responsabilité vis-à-vis de la société. C'est de ça que Nelson Mandela était en train de parler. Et donc, c'est ce en quoi je crois, et c'est pour cela que j'apprécie vraiment cette question qui a été posée. Oui, voilà, c'est ça. Alors, une autre question. Ubuntu tire son origine de l'Afrique, puisque c'est un concept issu des peuples d'Afrique subsaharienne. Ça, vous l'avez dit, docteur Nyaka Lagoke. Et pourtant, on observe que les conflits en Afrique sont plus meurtriers qu'ailleurs. Voyez-vous, alors, quelles en sont les raisons? Parce que si le concept est un concept d'unité, de solidarité, pourquoi est-ce qu'en Afrique, on observe que les conflits sont si meurtriers qu'ailleurs? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais dire une chose. Ubuntu, contrairement à ce qui est répandu, n'est pas qu'un concept subsahárien. C'est-à-dire il faut que les gens le sachent. Donc, Cheikh Anta Diop, qui est l'un des grands historiens scientifiques africains, a démontré et a confirmé que l'Égypte ancienne était à l'origine noire. Cheikh Anta Diop a démontré dans ses ouvrages qu'il existe une certaine connexion entre l'Égypte ancienne et les peuples bantous aujourd'hui qui revendiquent la philosophie Ubuntu. Et donc, en égyptien ancien, on appelait l'homme Nti, N-T-I. C'est comme ça qu'on appelait l'homme. Et on retrouve à peu près le même suffixe dans la Muntu. Les trois dernières lettres, c'est N-T-U. Dans Ubuntu, N-T-U. Et puis, dans les trucs de Bantu, on retrouve la même sonorité linguistique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il met Cheikh Anta Diop parle de l'unité culturelle et linguistique africaine. Et parce qu'il veut aussi mettre l'accent sur la corrélation civilisationnelle entre l'Égypte ancienne et les peuples bantous et les peuples africains d'aujourd'hui. Donc, c'était la première des choses que je voulais rectifier. Aujourd'hui, même aujourd'hui en Somalie, au Soudan, parce que les traditions, les civilisations nubiennes, c'était au Soudan avant l'arrivée de l'islam. Et donc, que ce soit en Égypte aujourd'hui, au Soudan, en Somalie, on retrouve encore l'existence de ces peuples-là qui peuvent revendiquer ces langues-là. Donc, je voulais le dire, ça c'est la première des choses. Tout à fait.
Voilà. Maintenant. Oui, mais pour compléter à cela, docteur, est-ce que c'est vrai que le concept est un peu partout hein, dans le monde, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que, est-ce qu'on se trompe de dire que la propagation de ce concept est partie de l'Afrique subsaharienne? Oh oui, bien sûr, bien sûr. Mais pendant la colonisation, il y a eu des colons et même il y a même religieux, il y a des religieux, il y a des colons, quand ils cherchaient à évangéliser, à promouvoir le christianisme, donc ils ont écrit des documents sur la philosophie bantoue. Et je crois que quand les gens écrivent ce genre de documents, c'était, comment on appelle, au Rwanda, et donc cela a été écrit en fait, dans cette partie de l'Afrique, Afrique centrale et Afrique de l'Est. En Afrique du Sud, il y a eu aussi certainement, il y a eu des gens qui ont fait aussi beaucoup d'ouvrages, fait un certain nombre de théories ou de conceptions par rapport à cela. Mais la réalité historique, c'est que la philosophie Ubuntu, parmi le concept Ubuntu, parmi tous les concepts identiques, je ne dis pas similaires, tous les concepts identiques, comme le Burkindi de Thomas Sankara, le Unhu chez les Anshona, ou bien le Mamdou chez les Ibo, ou bien le Mpuntu chez les Akans du Ghana, ou bien Mtu au Kenya. Ubuntu a été un concept sud-africain qui s'est imposé aux autres. C'est pour cela qu'on l'utilise là. Sinon, on aurait pu utiliser les autres. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que ça vient, les Sud-Africains l'ont promu. Maintenant, pour savoir pourquoi est-ce que l'Afrique souffre tant, bon, ça prend plusieurs éléments. Donc, il y a plusieurs choses et je ne vais pas prendre trop de temps pour parler de cela. Oui. La première des choses, il y a une série de systèmes d'oppression qui ont été conçus par les Occidentaux. Quand, à la bataille de Ceuta en 1415, ils ont découvert ces épices dont le commerce était contrôlé par les Arabes et les Italiens, et dont la source se trouve aujourd'hui où se trouve l'Indonésie. Donc, les Portugais, en 1419, ont créé une école de navigation pour aller à la conquête du monde. Voici ainsi comment commença l'âge de l'exploration qui devait conduire à l'esclavage et puis à tout ce qu'on sait pendant 300-400 ans. Il y a eu la colonisation après la conférence de Berlin 1884-1885 qui a donné naissance à la colonisation. Il y a eu l'apartheid en Afrique du Sud et il y a eu toutes les lois de ségrégation aux États-Unis. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, oui, ceux qui nous ont dominés font en sorte que les systèmes continuent de nous opprimer afin que nous soyons toujours exploités et ils vont toujours opposer les uns aux autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes devenus des victimes, des individus psychotiques, et donc on estime qu'on doit pouvoir fonctionner à partir du schéma qui a été conçu par les Occidentaux. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que nous sommes, en tant que peuple ou en tant qu'être humain, nous avons nos faiblesses. Et comme on peut un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a près d'une 50aine de personnes qui veulent devenir président. 50. Au Cameroun, il y a plus de 200 partis politiques. C'est un droit, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un droit, mais ça peut devenir une pathologie. C'est une pathologie. Donc, on va s'attarder sur, si vous voulez bien. Je l'ai dit que c'est toutes ces choses-là que parfois les Occidentaux utilisent pour pouvoir créer plus de divisions. Et c'est pour ça que les conflits se perpétuent. Et puis il y a aussi des gens parmi nous qui sont attachés au tribalisme, qui estiment que leur seule ethnie, là, elle est la seule qui a été choisie par Dieu là, pour gouverner les autres. Donc voici autant d'éléments qui font que les conflits sont encore là en Afrique. Alors, comme je disais, on va s'attarder sur peut-être le règlement de ces conflits, pas le concept Mbutu. Peut-être que ce serait beaucoup plus intéressant. On a vu cette approche utilisée par Desmond Tutu en Afrique du Sud. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ce modèle, enfin de ce concept Mbutu pour régler les conflits? Si oui, comment est-ce qu'on pourrait procéder? Non, c'est-à-dire que Ubuntu est là et il est noble. Le seul problème, est-ce que ceux qui dirigent sont sincères par rapport à l'appropriation des vertus de la philosophie Ubuntu? C'est ça la question. Et donc, on parle de Ubuntu comme étant un modèle qui a réussi en Afrique du Sud à cause des qualités humaines, des qualités de leadership de Mandela et de Desmond Tutu, encore que la commission Vérité et Réconciliation
il y en a aujourd'hui qui sont en train de dénoncer encore la commission parce qu'ils estiment que le travail n'a pas été ce que les autres espéraient. Alors, si des gens arrivent au pouvoir et que quand ils arrivent à avoir le pouvoir d'État, ils estiment qu'il faut utiliser la philosophie Ubuntu, ça veut dire que tout le monde doit comprendre l'importance de la philosophie. Deuxièmement, ceux qui sont au devant de la scène doivent montrer qu'ils sont sincères. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que la philosophie Ubuntu a des difficultés en Afrique du Sud, c'est quoi? À un moment donné, les leaders de l'ANC parlaient de la philosophie Ubuntu, mais au même moment, ces gens, parmi eux, beaucoup étaient corrompus, ce qui est contre la valeur de l'intégrité selon la philosophie Ubuntu. Il y en a qui disent que oui, nous devons nous soutenir. Pendant ce temps, ils ont emmagasiné des milliards de francs de rand. Et puis, voilà. Les milliards des autres. Ouais, les milliards des autres. Et puis pendant ce temps, les autres sont en train de souffrir. Et puis donc, vous parlez d'Ubuntu. Donc du coup, ça fait que ça sonne faux entre ce qu'ils disent et la réalité. C'est comme ça que des gens, à un moment donné, ont pensé que la philosophie Ubuntu était galvaudée en Afrique du Sud à cause du leader, à cause des leaders en Afrique du Sud qui proclamaient une chose et faisaient le contraire. Même à Kinshasa, donc il y en a qui parlent de Ubuntu et puis le lendemain, quand on les voit, ils font autre chose. C'est comme moi. Avec tout ce que je suis en train de dire, je parle d'Ubuntu et puis un matin, les gens découvrent que je lance un mouvement, les gens découvrent que bon, voilà, j'ai beaucoup d'argent et puis bon, et que tous les gars, voilà, je demande à chacun pour le mouvement là, alors mettez, on n'a qu'à se cotiser. Et puis donc chacun donne ne serait-ce que $100 parce qu'il croit, on dit, bon, Nyaka est venu avec une vision Ubuntu. Donc chacun donne $100, $100. Et puis les gens sont 20 000. Donc, je prends les $100, la multiplié par 20 000. Et puis, un matin, pendant que je fais croire aux gens que l'argent est dans le compte, je m'en vais et puis je construis un château. Alors que je suis en train de parler de panafricanisme. Du coup, personne ne va t'écouter. Alors, donc, si quelqu'un veut vraiment que ces valeurs-là puissent être ancrées dans la société, ceux qui en parlent doivent incarner ces valeurs. C'est un gage de crédibilité et de légitimation de la philosophie Ubuntu. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cela. Tout à fait. Cela me permet d'aller à ma prochaine question pour dire, est-ce que, pour parler des garanties, hein, quelles sont donc dans ce cadre-là les garanties de succès de la philosophie Ubuntu dans le village planétaire que constitue le monde d'aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que le Ubuntu peut marcher véritablement aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut y croire véritablement? Ça, c'est une question à 3 volets. Ouais, c'est une question à 3 volets. Bon, la première des choses, c'est une responsabilité individuelle. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a une citation que j'aime beaucoup en anglais, mais je ne sais pas pourquoi depuis je n'ai pas encore réussi à bien dire cela en français. Donc, chaque fois que j'y pense, c'est en anglais que ça me vient. Donc, on dit quoi? When life descends into the pit, I must become my own candle, burning myself willingly to turn the darkness around me. En d'autres termes, si quelqu'un se retrouve dans le creux de la vague, dans le noir, dans le fossé, comment est-ce qu'on s'en sort? Chacun là doit éveiller son niveau de lumière. C'est de la même chose qu'il s'agit par rapport à la philosophie Ubuntu. Je peux venir parler de Ubuntu, mais si la majorité de ceux qui m'écoutent sont encore accrochés à l'individualisme, à la cupidité, et puis à des valeurs d'exploitation des autres, donc la philosophie Ubuntu aura du mal à prospérer. Donc, que chacun de nous éveille sa lumière, que chacun de nous accroisse le niveau de valeur humaine en lui. C'est quand on le fait là, c'est là qu'on a ça, c'est le premier pas. Alors, comme pour citer Dr. Gandhi qui dit que soit le changement que tu veux voir dans le monde. Parce que, c'est une parenthèse, je n'ai pas envie de me perdre, mais j'ai vu beaucoup d'Africains, ils vont passer leur temps à dénoncer Alassane Ouattara, Gbagbo Laurent, tous les Boutelesi, tous les Blaise Compaoré. Mais les mêmes Africains là, tu les mets dans leur espace, dans une petite réunion du quartier, ils vont répéter les mêmes travers qu'ils sont en train de penser quand ils sont en train d'observer les leaders africains. Donc, le premier truc,
c'est la révolution individuelle. La révolte de soi, la révolution individuelle, et puis l'élévation de soi et l'élévation de la lumière et de la vision Ubuntu en chacun de nous. C'est quand on est nombreux maintenant à le faire. Donc, c'est là qu'on va voir que ça va commencer à devenir maintenant une habitude. Ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir quand on parle de la philosophie Ubuntu. Le deuxième niveau de la question, c'est quoi? Parfois, les gens me demandent cette question, on me pose cette question. Ah bon, est-ce que ça réussit quelque part? Et comment ça va réussir chez nous en Afrique? Mais la question même est une question à plusieurs niveaux. Mais il y a eu deux autres niveaux sur lesquels si je n'oublie pas. Mais l'autre élément, c'est quoi? C'est que comment est-ce que les idéologies prospèrent? Comment? Quand il y a eu la révolution industrielle et que les gens, il y a eu les classes de banquiers, des gens qui étaient bourgeois, tous ces gens qui avaient de l'argent, et que dans le fonctionnement de la révolution industrielle, on a vu qu'il y avait les ouvriers, les petits ouvriers ici et là, et que les gens étaient en train de souffrir. C'est comme ça que quelqu'un est venu qui a dit non, il faut que on arrive à concevoir une autre idéologie pour défendre la lutte des peuples et protéger les intérêts des individus, des travailleurs. C'est comme ça que le communisme a été conçu et le manifeste du Parti communiste 1848, Marx et puis Engels. C'est quand maintenant la Russie est devenue, avec la révolution bolchevique de Lénine en 1917, c'est comme cela que le communisme est devenu une idéologie d'État. Et maintenant, la Russie maintenant allait maintenant défendre et soutenir tous les peuples opprimés et propager la vision communiste à travers le monde entier. Même chose avec le panafricanisme. Avant Nkrumah, c'était des petits cercles de 4-10 personnes ici et là, comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Et puis jusqu'à ce que Kwame Nkrumah, qui était au congrès de Manchester en 1945, et dont l'objectif était de travailler par rapport à la décolonisation de l'Afrique, quand Nkrumah rentre au Ghana, rejoint la lutte pour la décolonisation du Ghana, et que le Ghana devient indépendant, et sur la base de ce qu'il avait appris dans le panafricanisme, avec le Dubois, avec les Padmore, Nkrumah devient donc le premier chef d'État africain à promouvoir et à revendiquer le panafricanisme. C'est comme cela que le panafricanisme a été propagé sur le continent africain. Alors, la même chose va se faire avec la philosophie Ubuntu. Nous, on en parle. Jusqu'à ce qu'un jour, des facteurs historiques, peut-être, si on arrive à conquérir le pouvoir d'État, donc on va commencer maintenant à appliquer la vision Ubuntu et les gens verront que la vision Ubuntu peut être une idéologie autour de laquelle on peut concevoir une nouvelle vision du développement de l'Afrique, une nouvelle vision de l'unité africaine. Voici ce que les gens doivent savoir. Alors aujourd'hui, avec le Covid-19, que j'appelle parfois Covid 2.0, maintenant on est en 2020, avec le Covid 2.0, qui a montré la chute du néolibéralisme. Et on sait déjà que le socialisme est en crise, avec la crise économique de l'économie de marché de 2008 et puis de 2020. On a vu aujourd'hui les limites. Alors là, il faut me permettre de parler de ça en 2 minutes. On a vu les limites de l'idéologie de l'économie de marché. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont conçu une division du travail. La Chine est le grand marché de l'univers qui produit au moins 30% des produits sur la Terre. Et puis, à cause de leur conception du monde, il faut toujours faire du profit. Alors, les compagnies qui existent en France, dans le domaine pharmaceutique, aux États-Unis, dans n'importe quel domaine, les gens ont fait la délocalisation des unités de production. Et donc, où il faut produire? La Chine. Là-bas, là où on doit donner 7 $ l'heure ici à quelqu'un ici aux États-Unis, ou même 10 $ l'heure, on peut donner peut-être moins d'1 $ à un travailleur en Chine. Donc, les compagnies des Européens, des Occidentaux sont allés en Europe, là-bas, en Chine, et c'est comme ça que beaucoup de ces unités de production sont en Chine. Jusqu'à ce qu'arrive le Covid, qui part d'ailleurs de la Chine. Et puis maintenant, les Occidentaux ont besoin de même les masques. Même les masques devaient venir de la Chine. Les ventilateurs, comment dire, les respirateurs artificiels devaient venir de la Chine. C'est comme ça que les gens ont vu les limites de l'économie de marché au point que Macron, qui est un fils du néolibéralisme, a estimé que tout ne devait pas être sous le coup du marché et que la santé là ne doit pas être dans les mains du marché.
Donc, dans ce décor-là, nous, on estime que Ubuntu peut venir non seulement pour guérir les méfaits sociétaux en Afrique, mais aussi Ubuntu peut être proposé à l'humanité. C'est pour cela que nous sommes en train de défendre cette vision du monde. Tout à fait. Voilà, donc merci bien, docteur. Vous qui nous prenez en marche, vous êtes sur Nabo News Radio, vous nous écoutez depuis la métropole de Washington, D.C. Notre invité, c'est docteur Inyaka Lagoke. Nous parlons du concept Ubuntu, bien comprendre ce concept. Alors, docteur, vous défendez, comme vous l'avez dit, ainsi bien la cause, disons, du panafricanisme et du Ubuntu en même temps, je peux dire. Alors, par des conférences un peu partout dans le monde, sur invitation. C'est votre travail, vous le faites si bien pour essayer de vulgariser ce concept. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'avant vous, quelqu'un a-t-il défendu ou essayé de vulgariser ce concept? Si oui, qui était-ce et que pouvons-nous retenir de sa démarche de vulgarisation de ce concept? Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rendre hommage aux Sud-Africains. Tout à l'heure, je l'ai dit. Et donc, ils ont parlé, ils ont écrit, beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on fait les recherches, c'est extraordinaire, l'engagement des Sud-Africains. Parce que un des éléments que j'ai oublié de dire, c'est que nous, en Afrique, là, on est en train de se battre par rapport à l'âme de l'Afrique. Et on se bat, on se bat par rapport, on est dans l'Afrique, les Africains, on est dans une multiplicité de batailles. Une bataille pour l'âme de l'Afrique, une bataille pour le changement de paradigme, une bataille d'idées. C'est dans ça que nous sommes. Parce que les Occidentaux ne vont même pas permettre que des gens conçoivent des systèmes alternatifs. Parce que comme ils ont une conception totalitaire du monde, et que quand ils ont conçu un concept, il faut que tout le monde puisse l'appliquer. Hier, c'était les programmes d'ajustement structurel. Tout le monde devait le faire. Après, il y a eu les conditionnalités. Tout le monde devait subir. À un moment donné, ils sont venus avec la question du genre. Et tout le monde devait le faire. Aujourd'hui, maintenant, ils sont par rapport à la question de l'homosexualité. Celui qui n'est pas d'accord avec cela, il ne peut pas vivre dans ce monde. On ne peut pas dire que tout le monde doit le faire aussi, non, docteur? Non, en fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça la réalité. Parce que quand quelqu'un estime que voici, parce que c'est ce qu'ils font en Afrique, ils sont venus avec des concepts. Aujourd'hui, et c'est comme ça que dans la guerre contre le socialisme et le communisme, ils ont tout fait pour que la Russie là soit désintégrée. Et que quand ils ont vu que la plupart des États socialistes, c'est ça, je parlais tout à l'heure, la désoviétisation de l'Europe de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, tous ces États-là qui revendiquaient le communisme ou le socialisme, à un moment donné, pendant le contexte de la guerre froide, tous ces États-là, à un moment donné, ont eu leurs contradictions. Et puis, donc, ils ont décidé maintenant de ne plus revendiquer le socialisme ou le communisme, mais de revendiquer l'économie de marché. C'est le triomphe de ceux du bloc de l'Ouest. Ce que je veux dire, c'est que le fait même de revendiquer la philosophie Ubuntu est un acte qui est révolutionnaire. Oui, il y a eu des gens qui ont essayé cela. Julius Nyerere est venu avec le concept de Ujamaa. Et en Afrique du Sud, il y a plusieurs écrivains qui ont écrit là-dessus. Thabo Mbeki a promu une nouvelle variante du panafricanisme qui s'appuie sur la philosophie Ubuntu. En Afrique du Sud, Mandela et puis Desmond Tutu en ont parlé par rapport à la réconciliation en Afrique du Sud et par rapport à des programmes de politique publique en Afrique du Sud. Oui, ils ont promis la philosophie Ubuntu. Mais, et c'est ça le défi de notre génération. La différence maintenant entre eux et nous, c'est que les gens ne parlent plus trop de panafricanisme en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aujourd'hui, quand je suis allé à une conférence là-bas, je suis ivoirien, je viens des États-Unis, j'arrive à une conférence sur la décolonialité. Je suis assis dans la salle. Les gens sont en train de la décolonialité, qui est un concept qui a été promu par des écrivains de l'Amérique latine. Et on voit les Sud-Africains en train de défendre la décolonialité. C'était tous ces auteurs de l'Amérique latine. Et ils avaient du mal même à se souvenir de Frantz Fanon, de Kwame Nkrumah et puis de Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de faire, quand on parle de la philosophie Ubuntu, et très peu d'auteurs l'ont fait,
c'est qu'on ne limite pas seulement cela dans le contexte de l'Afrique du Sud, mais il a dit que mettre l'accent, c'est-à-dire le cordon ombilical entre l'Égypte ancienne et puis les peuples d'Afrique d'aujourd'hui, Bantou, il y a très peu d'auteurs qui l'ont fait. Et c'est en ce moment-là que moi, j'interviens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que quand les gens parlent d'Ubuntu, les gens parlent généralement de l'Afrique australe, un peu de l'Afrique de l'Est, et les gens s'arrêtent là. Beaucoup n'arrivent pas à croire qu'il y a près de 500 langues bantoues en Afrique qui se retrouvent en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe. Quand maintenant nous on vient et on dit aux gens en Afrique du Sud et ailleurs que votre concept Ubuntu, qu'on appelle en Zoulou, qu'on appelle Unhu en Shona, et qu'on le reconnaît au Burkina Faso, en fait chez les Mossi, avec Burkindi, et qu'on le reconnaît chez les Ibo, qu'on appelle Mamdou, et qu'on reconnaît cela chez les Akans, qu'on appelle Mpuntu. Ça là, c'est une autre contribution que j'apporte du point de vue théorique. Tu vois un peu. Et donc, c'est pour cela que ce que nous faisons, parfois on dit oui, les gens ont déjà fait ça. Non, ils ont essayé de faire une certaine partie. Et il y a une autre dimension que nous apportons. La troisième dimension, c'est quoi? Et voilà la troisième dimension. Il y en a plusieurs. La troisième dimension, c'est quoi? Sur le plan politique, il faut reconsidérer le système politique africain. Tout le monde en parle. Oui, il faut qu'on réponde. Tout le monde en parle. Mais très peu de personnes dans le domaine politique font des propositions concrètes. À ce niveau, je pense, j'ai fait des propositions et dans les choses que je fais avec mes amis, nous avons une idée un peu beaucoup plus claire par rapport à comment Ubuntu peut être utilisé pour la conception d'un nouveau système politique africain qui prenne en compte les valeurs de solidarité, de consensus, d'inclusion, de participation massive, et puis qui prennent en compte les réalités du système politique européen, qui met l'accent sur les élections, et qui met l'accent sur l'existence d'une société civile, et qui met l'accent sur les élections et sur l'existence des partis politiques. Donc, à ce niveau, nous avons un projet du point de vue politique. Du point de vue économique, non. C'est que les gens ont eu du mal à concevoir la philosophie Ubuntu comme une doctrine économique. Ils en parlent, oui, l'économie Ubuntu, mais les gens ont du mal à articuler un discours sur l'économie Ubuntu. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Donc, ce que nous faisons, on s'inspire des travaux de ceux qui nous ont dévancés. On célèbre leurs accomplissements par rapport à la philosophie Ubuntu. On s'en inspire et maintenant, on essaie d'aller au-delà de leurs limites, du point de vue théorique et du point de vue pratique. Voici là que ce que nous faisons, c'est un peu différent. Donc, merci. Voilà. Merci, docteur. En tout cas, c'est beaucoup de travail et notre émission s'achève. Hein. On a déjà passé le cap de 1 heure. Alors, je voulais vous demander de revenir. On a déjà fini 1 heure? Non, on a commencé à 13h23, 25. Alors, je voulais vous demander de revenir un peu. Oui, parce que le travail que vous faites, vous êtes en train de le structurer. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Convention pour le panafricanisme et le progrès, le CPP, qui va prendre en compte tout ce que vous êtes en train de faire et qui va essayer de restructurer, si les termes sont exacts? OK. En 2007, mes amis et moi, nous avons lancé un forum. On appelait cela le forum for the Revival of Pan-Africanism, or the Revival of Pan-Africanism Forum. Donc, on a fait des conférences, et puis tu fais partie de ceux qui sont venus pour nous soutenir par moment, et puis que tu as couvert certaines de nos activités. Et puis, donc, nous avons fait, pendant une bonne dizaine d'années, on a été constant. Ça n'a pas été facile. Au moment où les gens estimaient que le panafricanisme n'allait jamais de retour, on leur a dit que le panafricanisme, c'est un concept qui s'adapte aux réalités historiques. Et qu'à un moment donné, il connaît des moments d'hibernation et puis il revient toujours. Alors, donc, on était en train de travailler et puis on était convaincus que des facteurs historiques viendraient pour faire accélérer l'histoire du renouveau du panafricanisme. Et donc, après avoir fait ces conférences depuis 2007, 2008, nous avons même fait
plus d'une huitaine de conférences, dont une à Oxford University. Et à un moment donné, on a fait les conférences annuelles sur Thomas Sankara, on en a fait 5 ou 6 éditions. Et à un moment donné, on a fait la conférence sur Cuba, l'Afrique et le monde, on a fait 2 éditions. Et donc, avec les différents réseaux que nous avons établis, donc on était en train de voir comment est-ce qu'il fallait prendre le combat à un autre niveau. Et c'est ainsi que mon ami, Dr Mjiba, avec laquelle j'étais à l'école ici à Howard University, qui se retrouve au Ghana et qui enseigne au Ghana, quand elle a eu le travail, le boulot là-bas, j'étais tellement heureux. Et puis elle-même, elle ne pouvait pas comprendre. On nous dit on cherchait du travail. Puis elle a eu le travail avant moi. Et j'étais heureux. Elle dit, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle dit, non, c'est un signe. Tu vois maintenant le travail au Ghana où tu as voulu travailler. C'est maintenant la autre activité là. Je vous coupe pas la parole, mais tout à l'heure dans notre entretien, avant notre entretien, vous avez dit les signes arrivent hein, par rapport à la divulgation du Ubuntu, puisque quand je vous ai invité à l'émission, vous avez dit oui, moi, je suis un adepte de Paulo Coelho, je crois au langage des signes. Donc, c'est pour cela qu'une parenthèse. Je n'y parle aussi. Voilà, c'est pour ça que je ne cours pas derrière les journalistes. Pour moi, je suis là. Celui qui veut me trouver, il sait où je suis. Maintenant, quand un journaliste m'appelle pour me dire on veut que tu viennes intervenir pour moi, je dis bien, les ancêtres ont parlé, les ancêtres ont activé le journaliste. Nous sommes dans une phase de promotion de la philosophie Ubuntu et de notre mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Et M. Clément Nabo m'appelle, je dis ah frère, donc ça c'est un signe. C'est pour ça que j'ai trouvé le temps pour être ici. Alors, quand je suis arrivé au Ghana, on était content. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, il y a eu la deuxième édition du Festival panafricain intellectuel culturel Kwame Nkrumah, qui avait été déjà mis sur pied depuis 2011, mais ils n'avaient pas, ça devait se faire tous les 2 ans. Et puis 2013, ils n'ont pas fait le travail. Je crois qu'ils ont fait en 2013, ils ont sauté 2015 et en 2017, c'était la deuxième édition. Près de 500 personnes étaient là. C'était beau de voir des gens se retrouver pour parler de l'unité africaine. Et puis, donc, c'est au cours de cette conférence que j'ai vu des Africains, des Ivoiriens qui croyaient au panafricanisme. Et puis, donc, avec d'autres personnes, nous avons continué les conversations. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois la fille de Kwame Nkrumah. Et après cette conférence, Dr Mjiba, en 2018, encore, cette fois-ci, elle était maintenant la directrice du comité d'organisation du 60e anniversaire de la conférence de tous les peuples d'Afrique, qui est une conférence organisée par Georges Padmore de Trinidad et sous le leadership de Kwame Nkrumah au Ghana. Il y avait près de 300 personnes qui y étaient. Ceux qui devaient devenir des leaders de l'Afrique, Julius Nyerere était à cette conférence, Frantz Fanon était à cette conférence, il y a quelqu'un d'autre, Robert Mugabe y était, et puis il y a quelqu'un d'autre, Kenneth Kaunda, non, Patrice Lumumba était à cette conférence. Donc, après cette conférence-là, il fallait célébrer le 60e anniversaire. Nous avons souhaité cela, nous y avons travaillé depuis 2017, et donc en 2018, en décembre, il y a eu cette conférence. Là encore, par notre truchement, grâce au soutien financier de notre ami Dr Mjiba, il y a eu une trentaine d'Ivoiriens qui sont venus de la Côte d'Ivoire, une vingtaine du Burkina Faso, et puis environ 5 ou 7 personnes du Bénin. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Mathieu Oundajo, qui lui avait déjà son mouvement panafricain, Organisation des Panafricains Unis. Avec lui et avec d'autres personnes, nous avons commencé à réfléchir, à mettre sur pied un mouvement panafricain qui, un peu à l'image du RDA de Félix Houphouët-Boigny, mais qui revendique l'esprit originel du combat de Kwame Nkrumah, qui lui est devenu leader au Ghana avec la Convention pour le Parti du Peuple. C'était le parti politique de Kwame Nkrumah, CPP. Nous, comme on revendique l'héritage de Nkrumah et comme on veut célébrer le panafricanisme et qu'on estime que le panafricanisme doit être la religion politique de tous les Africains. Donc, nous avons appelé notre mouvement avec le même sigle, la CPP, la Convention pour le panafricanisme et le progrès. Donc, l'esprit originel ou la vision originelle du combat de Nkrumah à travers sa structure politique, adaptée aux exigences, aux réalités du 21e siècle. Et contrairement à Nkrumah qui, lui, revendiquait le conscientisme ou le socialisme, nous revendiquons aujourd'hui la philosophie Ubuntu.
Alors, depuis le mois de mars, contrairement à ce que les gens peuvent croire, depuis le mois de mars, les Africains de divers pays, de divers groupes, tout à l'heure je parlais de Mathieu, Dr Mjiba, et puis bien d'autres personnes au Congo, on a commencé à avoir des conversations sur WhatsApp et sur Zoom, et de façon régulière, nous avons fait un processus, nous avons adopté un processus de débat, où on débat de tous les thèmes, et c'est ce que nous avons fait. Et c'est comme cela que tout le monde est tombé d'accord sur le nom que nous avons proposé, et qui est la Convention pour le panafricanisme et le progrès. Donc, très bientôt, si vous allez sur Facebook, si vous mettez la Convention pour le panafricanisme et le progrès, ou bien Convention for Pan-Africanism and Progress, vous allez voir que des jeunes, ce n'est pas un mouvement politique d'un individu, même si je suis peut-être celui qui parle le plus, mais contrairement à d'autres mouvements où il y a un seul individu qui pense attaquer les dictateurs africains, mais qui veut être le seul à être vu et entendu, nous là, c'est des leaders, des jeunes, de diverses générations et nous sommes en train de travailler et cela fait plaisir. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire par rapport à la Convention pour le panafricanisme et le progrès. Voilà, merci docteur. Alors, notre dernière question à vous, en tant qu'analyste politique, est-ce qu'on pourrait vous demander de jeter un regard, quel regard jetez-vous sur l'actualité sociopolitique de votre pays avant qu'on ne se quitte? Bon, toutes les questions qui avaient été posées étaient moins difficiles. La question, la dernière, elle semble plus difficile. Bon, en une minute alors. Non, je vais répondre. C'est la question, c'est difficile par rapport à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Alors, je vais répondre de deux façons. Et on l'a dit aux gens depuis toujours que le schéma là, que c'est un schéma qui était, comme on dit aux États-Unis, it is not sustainable. It is not sustainable. Et puis, donc voilà ce qui s'est passé. Et puis, on a nos aînés, ils ont certainement de grandes qualités. Mais depuis 1990, ça fait 30 ans, chacun a gouverné. Et puis, chacun veut gouverner encore. Et soit pour sa tribu, soit pour son groupe politique, et soit parce qu'il estime qu'une injustice lui a été faite. Et donc, nous sommes dans ce cercle vicieux depuis 30 ans. Alors, moi, je me suis opposé hier à un certain nombre de pratiques politiques de Gbagbo Laurent. Et donc, je me suis opposé à celle de Henri Konan Bédié. Je me suis opposé à celle de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, je me suis opposé à celle d'Alassane Dramane Ouattara. Parfois, quand on parle, il y en a qui pensent qu'on le fait sur la base de la tribu. Donc, ils se renseignent et ils sauront que la dynamique, la nature des relations que j'avais avec Gbagbo quand Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'il ne fallait pas réfléchir en tant que BT, il fallait réfléchir en tant qu'Ivoirien, parce que c'est la Côte d'Ivoire. Tout ce que je fais, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est par rapport à l'Afrique. Alors, je suis donc opposé au troisième mandat d'Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui. Et si c'était Gbagbo qui voulait être au pouvoir après 2010, j'allais avoir la même position parce que cette conception des êtres indispensables dans une société, ça là, ce n'est pas bon pour les sociétés africaines. Mais la tristesse, la tragédie de M. Ouattara, c'est qu'il n'a jamais pensé que le temps là allait arriver. C'est-à-dire que quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, 2000, 2002, 2000, ils ont pensé que ça n'allait jamais arriver. Et qu'il n'allait pas avoir de contradiction. Et que tout ce qui allait se faire, ça allait couler. Et pour nous, là, on savait que ça allait arriver. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'anticipe une révolution citoyenne en Côte d'Ivoire. Voilà, j'anticipe une véritable révolution citoyenne en Côte d'Ivoire. Et j'en parle depuis bien avant ce qui est arrivé au Burkina Faso en 2014 et bien avant ce qui est arrivé au Mali en 2020. Parce que la Côte d'Ivoire, et c'est pas ça que je vais terminer, et puis je vais lancer un appel aux gens, parce que de quoi il s'agit? La Côte d'Ivoire ne peut pas s'accommoder de l'idéologie de la Charte du Nord. La Côte d'Ivoire ne peut pas non plus s'accommoder de l'idéologie de l'ivoirité. La Côte d'Ivoire doit être une et indivisible. Et la Côte d'Ivoire est une nation qui est multiculturelle et qui est multiraciale. Chez nous, en Côte d'Ivoire,
On peut trouver des Chikaya qui sont ivoiriens, des Ouedraogo qui sont ivoiriens, des Hassan Nabil qui sont ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on peut trouver des gens, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut trouver diverses nationalités dans notre pays. Mais à partir du moment où ceux qui viennent d'ailleurs sont mélangés à des Ivoiriens d'origine ou encore à adopter la nationalité ivoirienne, ils sont tous ivoiriens. Et donc, ce pays-là a une vocation au minimum ouest africaine. Quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, en Afrique, et qu'on voit, on se demande, hier, Mandela a fait ce qu'il avait à faire. Ghana, Kwame Nkrumah a fait ce qu'il avait à faire. Sankara a fait ce qu'il avait à faire. Mais s'il y a un pays qui peut repositionner le débat du panafricanisme, afin que ce processus-là soit accéléré, qu'on accélère l'histoire de l'Afrique, il n'y a pas d'eux en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. C'est la Côte d'Ivoire. Et c'est d'ailleurs le sens de cette guerre que nous avons connue depuis 30 ans. Donc, c'est-à-dire que la bataille pour l'âme de notre pays, là, si on l'a fait, qu'on a réussi à la gagner, et qu'on estime que nous sommes donc tous égaux devant la loi, que nous sommes tous des citoyens égaux, et que nous demandons qui est ivoirien et qu'on règle cela, et que c'est quoi la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut être demain sans l'Afrique? Ou bien qu'est-ce que l'Afrique sans la Côte d'Ivoire? Deux questions que Gbagbo s'est posées en 2010, mais sur laquelle il n'a pas encore donné sa réponse. Quand on a réussi à comprendre cela, donc tout ce qu'on fait là, Ouattara ne peut pas venir et estimer qu'il va imposer l'ordre des gens du Nord, ou bien Bédier va venir et va penser qu'il va imposer l'ordre des gens de l'ivoirité. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu ce que je veux dire pour répondre à cette question. Et pour terminer, vous m'avez vu, vous m'avez entendu. Je fais ce travail depuis au minimum 2 décennies. Quand j'étais jeune et que j'étais étudiant et quand je suis devenu journaliste, que je suis arrivé aux États-Unis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la chaleur, qu'il y ait le froid, et que j'ai une stabilité sociale, matérielle, et que je n'ai pas de stabilité matérielle, sociale, je n'ai jamais douté, ma foi, là, en l'Afrique de demain, là, ça, je n'ai jamais douté. Ma foi, que la Côte d'Ivoire doit réussir ce travail par rapport à sa responsabilité historique afin d'être cette nation qui incarne la vision Ubuntu au XXIe siècle. Alors, ce que nous faisons, on n'a pas pu entrer dans les détails aujourd'hui. Une autre fois, on aura certainement une émission ou un débat sur la Convention pour le panafricanisme et le progrès. Il y a même une question qui m'a échappé dans notre... Mais peut-être qu'en donnant... je vais la poser, puis vous allez donner la conclusion. C'était justement la philosophie Ubuntu par rapport à notre communauté, disons notre petite communauté ivoirienne ici dans la diaspora. Ça, on peut laisser ça. Donc, je vais te dire... c'est tellement que dans notre projet, parce que c'est important, on parle de collusion, on aura l'occasion, on parlera un peu plus de la Convention pour le panafricanisme, comment est-ce que c'est différent par rapport aux autres mouvements, parce que c'est un mouvement qui est particulier, au-delà du nom, qui vend bien, au-delà de la philosophie Ubuntu, qui vend bien, mais il y a des particularités du mouvement qui vont aussi vendre mieux, et dont on parlera une autre fois. Alors, donc, ce que je vais dire, vous m'avez entendu. Donc, ce que nous sommes en train de faire, si vous pensez que nous sommes sérieux, contactez-moi, contactez-nous. Si vous allez sur Internet, que vous voyez la Convention pour le panafricanisme et le progrès, ou encore Convention for Pan-Africanism Progress, contactez-nous. Je ne peux pas citer des noms maintenant pour ne pas en oublier, mais c'était merveilleux de voir. Et je peux au moins citer les pays. Si je peux, j'espère ne pas en oublier. C'était merveilleux de voir. C'est tellement que vous pouvez donner un numéro de contact ou alors... En fait, je veux dire que c'est sur Facebook. Je sais pas, il y a un numéro de contact là-bas, mais voilà, c'est-à-dire que c'était merveilleux de voir des gens de l'Afrique du Sud, du Ghana, de la Tanzanie, et puis des États-Unis, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Tchad, j'ai oublié encore, j'espère que mes amis ne vont pas m'en vouloir, Bénin, Togo, tous ces gens-là en train de discuter dans le cadre du mouvement que nous sommes en train de mettre sur pied. Et nous l'avons réussi. Et vraiment, je voudrais profiter de cette tribune pour les remercier
La Convention pour le panafricanisme et le progrès va essayer de continuer le travail de Nkrumah, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela, de Patrice Lumumba, de tous ces héros-là, de Georges Padmore, de W.B. Du Bois, de Marcus Garvey. Nous allons faire ce travail et ce sont eux, ces jeunes que je vois là, qui sont brillants. Et l'Afrique est en train de changer. Nous, là, on fait ce qu'on peut et cette génération avec laquelle on travaille va amener le combat à un autre niveau. Mais nous sommes encore sur la terre, on ne veut pas mourir, on est encore là et on fera tout pour faire triompher la vision du panafricanisme et de la philosophie Ubuntu à travers la Convention pour le panafricanisme et le progrès. Merci. Voilà, merci bien, docteur Nyaka Lagoké, cher frère, merci d'avoir accepté notre invitation. Amis auditeurs, vous nous suivez sur Nabo News Radio, c'est notre rubrique 1 heure avec, nous étions avec un invité, docteur Nyaka Lagoké, pour parler du concept Ubuntu. Bien comprendre ce concept, pendant 1 heure, il a essayé de nous expliquer un peu les valeurs de ce concept et vous invite donc à, disons, à vous intéresser à la Convention pour le panafricanisme et le progrès, une autre plateforme qui va se mettre en place très bientôt. Merci, vous qui nous avez suivis. Bonne soirée chez vous et nous donnons rendez-vous dans Zen pour un autre numéro dans une semaine. Bonne soirée chez vous.